L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM. Bonsoir. Alors la semaine dernière, les télévisions, les radios ont participé largement à la commémoration des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Parmi tous les témoins, les historiens, les commentateurs, une jeune femme est apparue un peu partout, à la télévision, sur plusieurs chaînes. On a entendu sa voix dans plusieurs radios. Elle venait parler sereinement, clairement, des derniers. Les derniers survivants des camps. Ces derniers, il n'y en a plus qu'une centaine, hommes et femmes. Ces derniers, elle les filme, elle va nous raconter. Et elle en a fait même un livre que j'ai sous les yeux, Les Derniers. Et ce livre est un apport supplémentaire pour leur donner la parole. Les Derniers, c'est une aventure absolument incroyable que Sophie Naoum, cette jeune femme que vous avez sans doute, chers auditeurs, rencontrée, vue toute la semaine dernière. Bonsoir Sophie. Bonsoir Maya. Alors pour information, Sophie Naoum est ma nièce, elle est la sœur de mon frère, Pierre Naoum. La fille de ton frère Maya. Oh la vache. Voilà, c'est comme ça chez les Naoum. Et la petite fille d'André Naoum qui a créé l'émission L'étoile et le jasmin. Et ben voilà, c'est comme ça chez nous, quand on est un peu dans la famille et dans l'émotion, on se trompe. Donc voilà, le tutoiement ne doit pas vous étonner, chers amis. Alors Sophie, les derniers, d'abord, ce sont des petits films. Tu as commencé il y a 3 ans cette aventure absolument incroyable, toute seule, avec tes petits bras. Tu as commencé les derniers. Raconte. Oui, alors il y a 3 ans, j'ai décidé d'aller les rencontrer chez eux, un à un. Donc en fait, j'ai commencé une série de documentaires courts, volontairement d'ailleurs courts et web, parce que je voulais que ce soit très accessible, que ce soit à destination des jeunes, que ça corresponde à leur nouveau mode de consommation, en fait, voilà. Je me suis rendu compte que mes enfants, qui sont encore très jeunes, n'auraient pas la possibilité de rencontrer ces témoins et de leur poser les questions qu'ils voudraient leur poser quand ils seraient en âge de comprendre, quand ils seront en âge de comprendre. Et je me suis dit que j'avais envie qu'ils les rencontrent un peu comme moi je les ai rencontrés, c'est-à-dire de manière très simple, très humaine, chez eux, chaleureuse, sympathique, enfin voilà, sans cette espèce de distance et de protocole qu'on met souvent avec eux, peut-être parce qu'on est impressionné, parce que c'est des figures, parce que et en fait ce sont des gens à qui il est arrivé quelque chose évidemment de monstrueux, mais qui ont construit une vie après et avec lesquels aujourd'hui on peut en parler de manière simple, sans cérémonial en fait. Donc voilà, j'ai voulu les aborder de manière un petit peu plus un petit peu décomplexé peut-être. Voilà. Oui, alors c'est ça qui est très troublant, et d'ailleurs ça fait le succès, en fait, c'est terrible de parler comme ça, mais c'est vrai que ça fait le succès des derniers, c'est que tu abordes les choses de façon extrêmement simple. Je l'ai dit en introduction, c'est très serein, c'est très simple, il n'y a absolument aucun pathos chez toi. Tu es pas dans l'émotion, gnangnan, pas du tout. Tu vas les voir avec ton gâteau au fromage, ou tes gâteaux au fromage, tu sonnes, d'ailleurs c'est la couverture du livre, on te voit sonner à la porte, c'est très beau, on te voit sonner à la porte de chez eux, et là tu rentres dans leur univers, et c'est pas toi qui parles, tu les laisses parler, tu les laisses raconter la vie d'après. Il y a parfois leurs petits-enfants qui sont là autour d'eux, et tu leur laisses raconter la vie d'après. Et il y a ce moment incroyable où au début, ils sont un peu en arrière de la main, on le voit, il y en a qui arrivent pas, qui c'est très difficile, parce que tout le monde n'a pas parlé, ils ont mis du temps à parler, on le sait, ça c'est historique, les historiens nous ont raconté ça. Toi tu les laisses parler, et il y a ce moment qui bascule dans l'émotion, et toi tu restes extrêmement pudique par rapport à ça, parce que tu ne rentres pas dans ça. J'ai pas de gêne, ni de tabou, ni de choses que je m'interdis, mais j'ai pas été chercher le pathos. C'est sûr que ce qui m'a vraiment motivée, c'était avant tout de leur faire parler de la vie d'après et aussi du présent, parce que c'est des gens qui sont des victimes absolues, enfin qui ont traversé le pire, qui ont pu
appréhender ou voir de leurs yeux ce dont l'humanité était capable de pire et qui pourtant aujourd'hui ne sont absolument pas dans une posture victimaire. Ce sont des héros pas parce qu'ils ont survécu à Auschwitz ou aux autres camps, parce que Auschwitz c'est 2 à 3% de survie, je veux dire c'est des miraculés, ils étaient promis à une mort certaine, ils ont survécu par miracle. Ils détestent la plupart d'ailleurs qu'on appelle ça du courage ou de la volonté, ils disent qu'ils sont passés entre les mailles du filet et que ils ont eu de la chance. C'était une succession de dizaines de chances en réalité. En revanche, c'est vraiment des héros pour ce qu'ils ont fait après. Je veux dire, la plupart sont sortis du Lutetia avec un ticket de métro, avec un tout petit peu d'argent. Ils se sont retrouvés dans un pays, alors on a du mal à le dire, maintenant 75 ans après, je pense qu'on peut quand même le dire clairement, dans un pays hostile, qui ne les a pas accueillis, qui les a fait taire, qui était très embarrassé de ces gens qui racontaient tout ça. On leur a dit, mais soit vous êtes des menteurs, soit si ce que vous dites est vrai, comment se fait-il que vous soyez là? Donc c'est des gens qui avaient tout pour être désespérés, revanchards, violents, enfin, et qui ne l'ont pas été. Et je voulais vraiment montrer ça d'eux, c'est-à-dire que ce sont des exemples pour la jeunesse, de résilience, de courage, de bravoure, d'élégance. Et je trouve que voilà, c'est des belles valeurs à rappeler à travers eux. Alors c'est ça aussi l'importance de ton travail, à mon sens. C'est que tu donnes quelque chose pour aujourd'hui. C'est-à-dire que tu combats le côté victimaire, enfin c'est moi qui parle. Tu combats le côté victimaire et insupportable de gens qui ont entre guillemets souffert ou dont les parents ont souffert. Non. D'ailleurs, tu as été en contact avec Boris Cyrulnik qui a salué vraiment. Tu viens de prononcer le nom de résilience. Tu as été en contact avec Boris Cyrulnik qui a salué ton travail quand tu lui as présenté ton travail, parce que ça fait tellement, ça résonne tellement, lui-même étant aussi un survivant. Et ce qui est extraordinaire dans ton aventure, c'est que ça fait 3 ans, et je le répète, ça fait 3 ans que tu es parti de rien. De rien, c'est-à-dire que tu rencontres pour la première fois quelqu'un. Alors peut-être tu remontes en amont pour qu'on comprenne bien. Tu es une réalisatrice qui a fait beaucoup de choses avant, des documentaires scientifiques, tu travaillais pour Arte, etc., etc. Et puis il y a eu ce basculement quand même dans ta vie où tu as rencontré l'histoire de Young Pérez. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'André Naoum a écrit ce livre sur Young Pérez où il a passé des années de sa vie à chercher des informations sur ce Young Pérez, notre champion tunisien, notre champion de boxe, champion du monde. Donc il y a eu ce truc avec Young Pérez, donc tu as fait un premier documentaire avec Young Pérez. C'est comme ça que tu es rentré au début, ou je me trompe? Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai rencontré pour la première fois un déporté, qui était Jacques Altman, qui avait connu Young Pérez avant la guerre. Et en fait, Jacques Altman, quand je l'ai rencontré, il m'a mise à l'aise en 5 minutes. C'est-à-dire que tout de suite, voilà, il m'a montré que c'était un homme avec qui on pouvait parler de tout et facilement. Ça n'enlève rien à son besoin de témoigner, à l'horreur de ce qu'il a vécu, au fait qu'il le raconte, qu'il en parle tant qu'il peut, que ce soit presque parfois un peu lassant, mais on peut lui dire, Jacques, ça y est, ça fait 3 heures que tu me racontes l'histoire, on va peut-être boire un coup, voilà. Mais je veux dire, c'est des gens qui ont du recul par rapport à ça, à ce qu'ils sont. C'est pas la peine de prendre un air contrit pour leur parler. Et ça, c'est vrai qu'il y a certainement dans mon style aussi une forme d'héritage de André Naoum. C'est-à-dire que c'est vrai que on me dit tout le temps, mais en tant que séfarade, voilà, moi je pense pas être une caricature de la séfarade, mais c'est vrai que il y a toujours eu cette manière de ne pas parler forcément sérieusement des sujets graves. On n'est pas obligé d'être solennel, d'être mélodramatique pour parler de choses sérieuses. Et je trouve qu'il y a souvent une dichotomie entre les deux, et surtout en France, et moi je sais que même dans mon travail j'en ai souffert avant, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu prendre des sujets complexes et les rendre très accessibles. Et c'est pas quelque chose d'évident, étonnamment. C'est-à-dire que ça m'a même été parfois reproché. D'ailleurs, Young Pérez, c'est le film que j'ai fait, Young et moi, c'est un documentaire incarné parce que Tomer Sisley se passionnait pour cette histoire et qui voulait vraiment connaître le détail de la vie de Young Pérez. Et moi, je me suis dit, mais Tomer Sisley qui nous fait ce cadeau de me laisser le suivre, voilà, et raconter l'histoire d'un boxeur, c'est un cadeau pour la jeunesse. C'est une manière de les familiariser, de les faire aller à Auschwitz avec nous. Mais ça n'a pas été pris comme ça. Enfin, on m'a dit, mais pourquoi Tomer Sisley dans un film sur la Shoah? Mais enfin, voilà. Donc, c'est des réflexes souvent qu'on entend. Il faut être léger pour parler de sujets légers, graves
et voilà, et solennel pour parler de sujets graves. Moi, je suis pas d'accord avec ça, et c'est pour ça aussi que j'ai pris la tangente, c'est-à-dire que depuis 10 ans, mes projets sont totalement indépendants. Je cherche en permanence des financements pour pouvoir les faire librement, et c'est vraiment un choix délibéré. Alors, ça rajoute une vraie difficulté, mais à l'arrivée, je fais des choses dont je suis contente. Alors, elles sont peut-être pas parfaites, mais en tout cas, je suis très à l'aise avec elles. C'est-à-dire que je peux tout à fait les revendiquer. Elles sont comme je veux qu'elles soient. Voilà, digne héritière quand même d'André Naoum, qui était extrêmement libre et n'a jamais voulu avoir une étiquette et s'allier avec un quelconque. D'ailleurs, je dis le mot communautarisme. C'est pas du tout. Il a toujours été très libre. Non, mais pour être très clair, enfin, en tout cas, sur ce projet qui est les derniers, l'intérêt, c'est de parler au plus grand nombre. Ce message que délivrent les derniers témoins, il est universel, et eux visent le grand public. Ils visent pas la communauté quand ils témoignent. Ils veulent rendre hommage aux 6 millions de morts. Ils en ont fait la promesse à leurs parents ou à leurs amis dans les camps. Donc ils ont pour eux, dans leur tête, ce devoir-là. Mais aujourd'hui, quand ils vont dans les lycées, qui se lèvent à 6 heures du matin pour aller témoigner dans des lycées publics de banlieue, le message, c'est un message contre la haine. C'est même pas un message contre l'antisémitisme. C'est un message contre la haine. Et c'est un appel au réveil, au sursaut, à la mobilisation des gens face à la haine. Et ils sont désespérés de voir que ça ne prend pas, ou que ce n'est pas entendu comme ça, en tout cas. C'est ce que dit à un moment Ginette quand elle te dit cette phrase absolument incroyable, et qu'elle va dans les lycées en disant la haine entraîne à Auschwitz. Mais c'est valable pour tout. Bien sûr. N'importe quelle haine. Mais c'est un paradigme. Force. Enfin, c'est un paradigme. Elle dit la haine, ça mène à Auschwitz. Mais ça veut pas dire la haine va amener à nouveau les Juifs à Auschwitz et il va y avoir des nazis qui vont revenir. L'histoire se répète jamais pareil. Pour les Noirs, le Juif, oui, bien sûr. Mais voilà, l'histoire se répète jamais pareil. C'est Henri qui dit ça, Henri Zagenverger. Elle dit, il dit, l'histoire se répète, mais toujours un petit peu différemment. Et le piège est là. C'est que du coup, on ne voit pas la répétition. Comment tu as choisi ce format des 10 minutes à peu près sur tes petites vignettes? Enfin, j'appelle ça des vignettes, c'est des vignettes qu'on peut trouver sur Internet. Alors, je le dis, c'est lesdeniers.com. Lesdeniers.org. Le site, oui, voilà, tout est... Ok, on le mettra sur le site. C'est lesdeniers.org, et donc vous tapez lesdeniers.org, et vous avez, il y en a 25, on est d'accord? Aujourd'hui, il y en a 25. Il y en a 25 produites. Il n'y en a pas encore 25 en ligne. Mais tu as produit 25. Pour l'instant, on est arrivé à 25, oui. Comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas héritière d'une fortune et que tu te produis toi-même? Comment on fait pour commencer ce projet? Parce que ça coûte de l'argent. Comment tu as fait? Mais on tape à toutes les portes et on essaye de convaincre des gens de l'intérêt de ce projet, et il faut frapper à beaucoup de portes, et puis il y a des mécènes, il y a des gens qui adhèrent. Voilà, c'est juste, il y a pas de recette. Je veux dire, tout ce que j'ai fait et même ce que je raconte dans le livre, c'est des observations, et c'est totalement artisanal et empirique. Je veux dire, voilà, il y a pas vraiment de méthode, et même la recherche d'argent est empirique. La seule chose qui est vraiment très professionnelle dans ce que j'ai fait, c'est la facture des épisodes. C'est-à-dire que j'ai un chef opérateur excellent, un monteur extraordinaire, et que je me suis alliée pour le livre à un éditeur qui a fait un boulot remarquable. Mais je veux dire, tout ce qui est voilà, tout le reste est artisanal. Mais j'ai trouvé des mécènes et quelques fondations qui, au départ, m'ont aidé. Et puis, il y a du crowdfunding. Enfin, voilà, Mais c'était juste pour demander aux gens qui nous écoutent de l'argent. Parce que je pense que pour continuer les derniers, parce qu'il en reste encore, ils sont très peu nombreux. Vous faites le calcul, 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz, même si le jeune ado ou la jeune ado avait 12, 13 ans, vous calculez l'âge qu'ils ont aujourd'hui, d'accord? Donc ils sont extrêmement âgés. Et puis Sophie Naoum fait une course contre la montre aujourd'hui pour les filmer, pour les faire témoigner. Donc vraiment, il faut absolument donner de l'argent pour que les derniers continuent à être filmés. Et je le dis parce que on dit oui, on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Il faut y aller là. Il faut vraiment, voilà, donner de l'argent. Alors on reprend. Ça c'était mon côté
voilà, j'étais obligée de demander ça parce que sur une chaîne comme iTélé ou pas iTélé, mais en tous les cas BFM, ça tu peux pas le faire. Donc je le fais moi ici et que les gens qui ont de l'argent t'aident. Maintenant le livre. Alors on a vu que les petits films ils font 10 minutes, on les trouve sur lesderners.org, on peut les voir, c'est en libre accès, etc. Et le livre, alors la question qu'on m'a demandé, c'est mais pourquoi le livre? Voilà. Pourquoi le livre? Parce qu'ils l'ont pas eu dans les mains quand ils disent ça. Une fois qu'on l'a, on comprend. Alors le livre, c'est d'abord, il est très beau. Il est très beau. C'est un livre d'images. C'est un album de famille. Oui, voilà. Hein, c'est un album de famille. Et je pense que toutes les maisons doivent avoir ce livre. C'est tout bête, mais toutes les maisons, qu'on soit juif ou pas, on s'en fiche, doivent avoir ce livre. Comment est-ce que tu as composé ce livre? Parce que j'aimerais que tu nous parles un peu de la décision de le composer, parce que tu as fait plusieurs chapitres, je trouve très malin. Je l'ai dit, il y a le basculement, l'arrestation, l'arrivée au camp, le quotidien, les marches de la mort, la libération, survivre, parler, point d'interrogation. Plus jamais ça. Plus jamais ça, point d'interrogation. Point d'interrogation. Et là, ça. Je pense que la composition du livre est juste remarquable. En fait, encore une fois, tout est très empirique. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé que le livre avait totalement sa place. De toute façon, ce projet, depuis le début, je veux qu'il ait plein de supports, parce que chacun a ses supports de prédilection. Certains, c'est le livre, d'autres la vidéo, selon les âges, voilà, ça dépend. Le livre, moi, je voulais que ce soit un bel objet. Je voulais que ce soit un objet attirant, volontairement, comme les vidéos. Je voulais pas que ce soit quelque chose qui fasse pas envie. L'idée, c'est que les jeunes se penchent sur cette histoire, rentrent dedans, d'une manière ou d'une autre, et à n'importe quel prix. Donc le livre, ça me semblait judicieux. Après, l'intérêt du livre par rapport à la série, c'est que les témoignages sont croisés et que du coup, ils se font écho les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les singularités des destins, mais il y a aussi les similitudes. Et il y a des choses qui se font tellement écho, comme par exemple les cauchemars, le silence de 40 ans, enfin plein de choses qu'ils ont en commun et qui du coup, en les voyant juxtaposées comme ça, je trouve prennent beaucoup de force. Et puis aussi, je voulais faire vivre leurs photos personnelles, c'est-à-dire que souvent les livres, vous avez un petit cahier central où vous avez des photos avec des légendes, et moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça, à si vous voulez, ramener l'image avec, croiser l'image et le texte. Et là en fait, on a vraiment fait un gros travail pour récupérer toutes leurs photos, les scanner, et en fait illustrer le plus possible ce qu'ils racontent. C'est-à-dire que par exemple, quand Henri parle de sa grand-mère et de son père, on a la tête de la grand-mère et du père qui sont immédiatement là. Et du coup, ce ne sont que 25 personnes parmi 6 millions, et c'est de toute façon, la Shoah, je veux dire, les morts, c'est 6 millions de fois une vie, mais à travers ces 25-là, je veux dire, on passe par le particulier pour toucher quand même une forme d'universel. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, c'est comme l'album d'une grande famille. C'est exactement ça. Voilà. On feuillette cet album, et quand je t'entendais, quand je te regardais la semaine dernière, comme je l'ai dit, sur toutes les télés, tu avais cette espèce d'humilité incroyable de dire non mais moi j'y connais rien, je suis pas une spécialiste de la Shoah. Et ça c'était très fort parce que beaucoup de gens arrivent en tant que spécialistes. Tu dis non, je suis pas spécialiste, moi. Je propose juste de faire parler ces gens. Moi, ma entre guillemets compétence par rapport à ça, c'est mon savoir-faire de réalisatrice de documentaires télé. Je veux dire, c'est pas, je suis pas historienne, je suis pas prof, je n'ai pas une connaissance particulière sur la Shoah, et je le dis parce que justement j'ai voulu garder une certaine fraîcheur par rapport à ça, qui fasse que les jeunes puissent s'identifier à moi. Donc voilà, c'est assumé. Je ne fais pas partie du sérail, et justement, ce que je sais, c'est faire des petits films de 10 minutes qui fonctionnent, à mon sens. En tout cas, moi, je les aime beaucoup et je me donne beaucoup de mal. Et je tourne très longtemps avec eux. Enfin, je veux dire, on a 4 à 5 heures d'interview. C'est pas parce qu'on fait 8 minutes qu'on tourne 8 minutes. C'est-à-dire que pour avoir 8 minutes efficaces, il faut vraiment aller chercher pendant des heures. En montage, c'est un travail de fourmi. On passe 4 jours par épisode, ce qui est colossal pour un format aussi court. Mais ça, voilà, ça, je pense que ce que j'apporte, c'est ça.
Et moi, je pense que, et vraiment, et tu sais que je le pense vraiment, je pense que ton style, le style Sophie Naoum, cette façon que tu as eue de proposer ce travail, c'est vraiment un style, comme en littérature, il y a un style, comme en musique, il y a un style. Il y a maintenant un style Sophie Naoum dans la façon de transmettre quelque chose aux générations qui n'entendent pas parce qu'on n'a pas su peut-être leur faire entendre. On va pas faire de commentaires sur l'éducation, mais voilà, il y a le style. Non, maintenant. mais le style, en fait, si vous voulez, c'est un style très classique pour quelqu'un qui fait de la télé. Le problème, c'est que ces univers ne se croisent pas, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a toujours, voilà, encore une fois, ce hiatus entre le sérieux et le pas sérieux. Moi, j'ai travaillé, je le dis, pour des émissions aussi. J'ai fait des documentaires intéressants pour Arte, mais aussi des émissions de divertissement. Je veux dire, je sais faire du montage télé et je vise l'efficacité. Et j'ai pas de honte à le dire. Et je pense que c'est pas quelque chose forcément de audible pour les gens qui travaillent au sein de ce qu'est la mémoire de la Shoah à proprement parler. Peut-être que ça bouscule un peu, mais on est 75 ans après. Peut-être qu'il est temps aussi un petit peu de changer l'approche. Je veux dire, Lily Léniel, par exemple, qui est une dame que j'ai rencontrée, qui est un témoin, qui est le dernier témoin de sa région, le Nord, qui habite à Lille. Elle me dit, moi, je vais témoigner devant les élèves avec du rouge à lèvres rouge et une robe à fleurs. Et c'est ce genre de petites choses, si vous voulez, qui vous décomplexent et ils m'ont autorisé, et leurs enfants et petits-enfants encore plus, à remettre de la vie dans tout ça. Et vraiment, je suis vraiment hyper émue et touchée que les gens me remercient d'avoir osé apporter ce style. Donc c'est pas le mien, il n'a rien de très personnel, mais je pense que c'était une bonne chose de l'appliquer à ça aussi. Voilà. Enfin, moi, je suis pas complètement d'accord avec toi. Je crois qu'il y a ce style d'approche qui est quand même assez nouveau, et même si tu as fait autre chose et que tu es capable de faire autre chose, et on le sait, tu as fait plein de documentaires, mais ce style que tu as adopté pour les derniers, il fera date. C'est ça que je voulais juste dire, et il fera date, j'espère, par rapport... allez, on va parler de ça, de l'après, de ce qui va se passer avec les derniers. On va juste faire une petite pause, David, et on va entendre une de tes témoins, donc c'est Lucette, qui nous a quittés en 2018. Mais je voudrais vraiment qu'on entende sa voix et un peu le style de filmage de Sophie Naoum. On a vécu. Inutile de vous dire comment. Comment j'ai survécu, je n'en sais rien. Vous ne pouvez pas savoir comme c'était poussé à l'extrême. Après 9 mois à Auschwitz, Lucette est libérée et comme de nombreux rescapés, elle se retrouve au Lutetia. Elle pense que ses parents sont morts, même quand on lui affirme que sa mère est vivante mais malade à l'hôpital. La police ne me laisse pas partir. Ah non, on n'a pas le droit. Eh bien, j'ai dit, si vous n'avez pas le droit, moi je le prends, le droit, et je veux aller à l'hôpital. Parce que c'est pas vrai. Ma mère n'est pas vivante et je veux en être sûre. D'accord. Et moi, je croyais personne. Je croyais toujours qu'on me racontait des histoires. Mais j'attendais. J'ai eu le choc de ma vie quand j'ai vu maman. Je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue. C'était un cadavre. Un cadavre. La pauvre. C'est pas facile. Quand vous sortez de Birkenau et que vous n'avez pas de nouvelles de vos enfants ni de votre mari, et que vous devenez que vous ne pouvez plus marcher. Comment elle a réagi, votre mère, en vous voyant? Ben, elle pleurait. Elle vous a reconnu, elle? Oui. Oui. Elle était... Elle qui était si jolie. Un cadavre. Comment, en 9 mois, comment on peut détruire quelqu'un? Elle a été détruite. Et vous, comme vous étiez jeune, vous avez réussi quand même à avoir une vie heureuse, normale? Avec mon mari. Oui. Mais attendez, on nous a tout pris. Tenez, je vais vous montrer. C'est quoi? Oui, les meubles et effets ont été déménagés par les autorités allemandes le 22 avril 1944. Et il vous restait donc rien? Même pas. Si, la clé. Ma sœur l'a jetée dans l'égout. Vous savez,
Je crois que celui qui n'a pas fait... Moi, quand j'avais une amie, elle est morte il y a 2 ans, on a fait le même parcours. Elle me disait, tu sais, Lucette, même nos enfants ne comprennent pas. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensiez? Vous leur avez dit ou pas? Non, je ne peux pas tout raconter, c'est pas possible. C'est pas possible de tout raconter. Comment voulez-vous raconter ce que vous avez vécu? Voilà, c'était Lucette, la voix de Lucette Gezenblosen. Moi, je suis désolée, mais ça me bouleverse parce que il y a tout là-dedans. Vous êtes d'accord? Il y a tout. Sophie, maintenant dans ces minutes qui nous restent, je voudrais que tu nous dises l'avenir des derniers. Alors d'abord, il y a le livre. Bon, le livre, ça marche, il est partout, vous le trouvez partout, à la Fnac, dans toutes les librairies, où vous pouvez aller l'acheter d'ailleurs sur lesderniers.org. On vous l'envoie tout de suite, et dédicacé en plus, ce qui est pas mal. Mais maintenant, l'avenir des derniers. Alors tu continues tes petits films, mais il y aura le long. Oui, depuis 3 ans que je tourne les rencontres chez eux, je tourne aussi en parallèle des séquences avec eux, diverses et variées, en vue d'un long format qui racontera toute cette aventure, en fait, toute l'aventure de cette série, de ce livre. Voilà, donc ça, c'est prévu. Je vais probablement... J'ai eu plein de propositions là, de témoignages récemment, donc je vais les tourner rapidement. Voilà, après, encore une fois, j'avance en marchant, on verra. Il y a plein de rencontres prévues, de conférences dans les mairies. J'ai plusieurs mairies qui m'ont demandé d'organiser des choses chez eux. On verra. Ma question, c'était aussi subliminale. L'éducation nationale, l'éducation nationale, on est référencé par le réseau Canopé. Donc ça veut dire que normalement les professeurs sont informés que nous existons. Moi, ce qui est formidable, c'est comme c'est un projet qui vit essentiellement sur les réseaux sociaux, je suis en rapport direct avec beaucoup de gens. D'ailleurs, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Et il y a beaucoup de professeurs qui me disent qu'ils les utilisent en classe. Mais encore une fois, c'est artisanal. C'est un professeur qui va découvrir la série et qui va projeter un épisode ou 2 à ses élèves. Mais c'est déjà très très bien. C'est aussi pour ça que je voulais qu'ils soient en libre accès et gratuit, parce que du coup, il n'y a pas de problème de droit. Les profs peuvent se les approprier. Éducation nationale, ce serait bien évidemment de rationaliser un peu la chose. Enfin, en tout cas, qu'ils proposent les films de manière plus claire. Enfin, écoutez ça, moi, voilà, chacun fera comme il veut. Mais j'écoutais Lucette et je me disais, alors cet extrait, il est très beau, mais c'est vrai qu'elle parle quand même beaucoup de la guerre et du retour et de tout ce qui a été monstrueux. Ce qui est très fort dans la fin de l'épisode de Lucette, et c'est vrai que je pense souvent à elle et que je parle souvent de ça, c'est qu'elle raconte qu'il y a quelques années, elle a entendu en bas de chez elle, rue de Rochechouart, un cortège dans lequel on criait mort aux Juifs. 2015. Et que ça l'a absolument dévastée, évidemment. Mais ce qui est très beau et ce qui est vraiment très fort, c'est que ce qui l'a dévasté le plus, c'est pas qu'on crie mort aux Juifs, pas qu'il y ait des antisémites, pas que tout le monde n'aime pas les Juifs, les déportés, ils vont pas témoigner pour qu'on aime les Juifs. C'est que personne autour ne réagissait. Et ça, vraiment, j'ai eu honte quand elle m'a dit ça. C'est-à-dire que je me suis dit, mais quelle honte que ce pays laisse faire ça sans réagir. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'ils essayent de nous faire passer. C'est encore une fois, c'est de réagir quand on s'attaque à quelqu'un. Parce qu'évidemment que derrière les Juifs, il y a tout le monde et eux le savent très très bien. Ceux qui crient mort aux Juifs ne sont en général pas très fan ni des homosexuels, ni des verts, ni des jaunes, ni des noirs. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, mais tu parles du canari, c'est le canari. C'est le canari. Le juif, c'est un signal d'alarme. C'est la préfiguration d'un effondrement plus global. Et c'est vrai que les voir, eux, regarder ce monde qui n'a pas compris ça leur fait une peine folle. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'au moins, tout ce malheur servirait à ça. Ils ne pourront même pas mourir tranquilles. Voilà. Merci 1000 fois, Sophie. Je rappelle ton travail. Alors, il y a lesderniers.org. Vous pouvez taper ça sur Internet et aller voir ces films qui sont absolument extraordinaires. Ça dure 10 minutes et regardez-le avec vos enfants, vos ados, vos copains, vos voisins. Et le livre, Les Derniers qui vient de paraître aux éditions Alizio. Et alors, vous pouvez le commander sur lesderniers.org.
Voilà. Hein, c'est clair? On n'a rien d'autre à dire? Non, c'est parfait. Mais bravo, merci, Maya. vraiment bravo Sophie. Et puis je suis Merci très émue beaucoup. de t'avoir reçue C'est dans gentil. l'émission de ton grand-père. C'était pas Voilà, ton on reprend grand-père. le flambeau. Et le flambeau est largement repris et avec quel panache. Merci David, bonsoir. Merci. L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM.